En tout cas, Kadi, vous avez regardé, et avec l'aide d'Hélène qui nous donnera aussi un certain nombre de coulisses, on ne peut pas dire que cette réunion entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ait été faite pour que le président ukrainien soit tout à fait à l'aise. Oui, alors d'abord, la rencontre, elle était prévue à 14h et figurez-vous qu'il y a eu 20 minutes de retard. Pourquoi ? Parce que Donald Trump était en grande discussion avec le chanteur italien Andrea Bocelli. Bon, oui. Déjà, bon, écoutez, il y a des priorités, hein, c'est différent. En tout cas, ça devient un running gag. Il n'a pas pu s'empêcher, une fois de plus, de faire une remarque sur la tenue vestimentaire de Volodymyr Zelensky. Regardez ce que ça donne. Oui, je trouve que cette veste vous va à merveille. Je pense que les gens l'ont remarqué. C'est très élégant, ça me plaît. Je vous en prie, poursuivez. Voilà, léger malaise, une fois de plus, de Volodymyr Zelensky, mais il ne peut pas s'en empêcher, il l'a fait à chaque fois. Bref, vous avez peut-être remarqué justement cette nuée de journalistes, de photographes dans le dos de Volodymyr Zelensky. Ça a été décidé par la Maison-Blanche, c'est pas anodin. C'est assez inhabituel d'ailleurs dans ce genre d'événement. Ça a été décidé par la Maison-Blanche. C'est ce qui est étrange, c'est que les questions fusaient à l'arrière de Volodymyr Zelensky qui, vous voyez, se retournait systématiquement pour répondre. Ça, c'est ce sentiment d'encerclement qui ressort clairement. Et d'ailleurs, le média indépendant Axios nous dit que la réunion s'est terminée ensuite, donc 2h30 plus tard, assez brutalement, et que Donald Trump a dit « Je pense que nous en avons terminé, voyons ce qui se passera la semaine prochaine ». La semaine prochaine, ou en tout cas dans les jours qui viennent, référence à son rendez-vous prévu avec Vladimir Poutine, comme si c'était un détail, si vous voulez. En tout cas, de l'avis d'une autre source qui s'est confiée à ce média indépendant, toujours Axios, personne n'a crié, mais Donald Trump a été très dur. En tout cas, cet accueil à Volodymyr Zelensky, il est assez loin, si on fait le parallèle avec celui d'août dernier en Alaska, avec Vladimir Poutine à coup de tapis rouge de parade en limousine. On s'en souvient, vous y étiez, Hélène, pour LCI, on s'en souvient très bien. Est-ce qu'on peut revoir les images ? C'est vrai que c'est assez incroyable. On a l'impression que Volodymyr Zelensky participe à une conférence de presse de Donald Trump. Enfin, cette façon de recevoir quand même le président ukrainien, et c'est quand même assez sidérant, Hélène. C'est toujours un parcours semé d'embûches pour Volodymyr Zelensky en quelque sorte. Alors, on a eu l'habitude du bureau ovale, vous savez, où ils se rencontrent et tout de suite c'est ouvert à la presse. Les journalistes s'engouffrent et les questions démarrent. Mais ils sont côte à côte ou face à face sur des canapés. Ce qui n'évite pas l'humiliation et les embûches. Mais c'est vrai que cette fois, il y avait une incertitude jusqu'à la dernière minute sur la configuration de cette rencontre parce qu'il devait avoir un déjeuner de travail fermé à la presse. Et il y avait, jusqu'au bout, les gens se sont dit, mais est-ce que les journalistes vont rentrer ? Finalement, Donald Trump a ouvert à la presse. C'est l'inverse dans cette diplomatie de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que des dirigeants se rencontrent et ensuite ils donnent une conférence de presse pour dire ce qu'ils se sont... Voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce sur quoi on est d'accord, pas d'accord. De quoi on a parlé, qu'est-ce qu'on a négocié. Là, c'est vraiment l'inverse. Les négociations se jouent en direct, sous l'œil des caméras, avec ces journalistes qui posent des questions et qui servent un petit peu d'intermédiaire à la négociation. Et vous voyez, par exemple, cette journaliste en rouge là sur l'image, qui fait par exemple partie d'une télévision MAGA qui est montée par un richissime américain qui a une entreprise dans le domaine de la literie. C'est comme si une entreprise de literie française lançait sa propre télé pro-gouvernementale. Voilà, elle est considérée par la Maison-Blanche comme une journaliste, par d'autres comme une influenceuse, mais par exemple, elle a mis en difficulté Volodymyr Zelensky en lui disant maintenant, à quelles concessions vous êtes prêt à faire ? C'est des discussions qui normalement ont lieu dans un cadre privé entre deux présidents et leurs diplomates. Mais là, tout se déroule devant les caméras. D'autres questions aussi sur, finalement, que pensez-vous, Monsieur Zelensky, de Donald Trump en tant que négociateur par rapport à Joe Biden. Voilà, Volodymyr Zelensky doit répondre à toutes ces questions en direct, en choisissant ses mots dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Tout est fait, en quelque sorte, pour le déstabiliser. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est une forme de diplomatie qui est quand même assez sidérante. On n'a pas le sentiment qu'il est parti fou furieux, parce que sur les discussions derrière, quand on lui dit alors, pour les Tomahawks, vous en êtes où, Monsieur Zelensky, est-ce que vous y croyez? Il explose de rire, on a l'impression qu'il est pas KO debout, mais qu'en fait il se dit bon, en fait. C'est pas un rire. On sent que c'est quand même un rire de quelqu'un qui est assez. Il rit jaune. Oui, bien sûr. Parce que effectivement, ce que dit la presse américaine, c'est que les échanges ont été très durs, voire émotionnels, parce qu'ensuite il y a eu quand même 2h30 de réunion. Finalement, qu'est-ce qu'il remporte, Volodymyr Zelensky,
pas le soutien qu'il espérait, je pense, de la part des États-Unis, pas de nouvelles promesses, notamment en matière de défense antiaérienne, qui est aussi un élément important. Visiblement, ça n'a pas été tellement évoqué. Le bilan qui est dressé par la presse américaine, c'est que pour l'instant, la relation par rapport à ce qu'on a vu en février s'est améliorée. Il y a toujours des liens. Mais Donald Trump n'a pas bougé sa position. Il se présente comme un médiateur. Ouais. Certains diront qu'il a quand même un prisme qui balance plutôt. Elles sont quand même, ces images, elles sont quand même très cruelles parce que, et puis même on le voit repartir là. Enfin, c'est très cruel. Je voudrais je vous interroge tous les uns les autres. Je voudrais juste, pardonnez-moi, je voudrais juste qu'on aille à Kharkiv parce que Marianne Kotonov nous attend. Marianne, merci d'être avec nous. Vous êtes avec Marine Truchot. Pavlograd, très exactement, où il fait déjà nuit. Je voulais savoir, Marianne, comment tout cela avait été pris par les Ukrainiens. Est-ce qu'ils sont fous furieux ou est-ce que finalement, ils sont un peu blasés? Ils sont un peu blasés, je vous l'avoue, Bénédicte. En fait, depuis jeudi soir déjà, juste avant ce coup de téléphone en fait entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ils y croyaient les Ukrainiens. Ils pensaient que le scénario, allait être qu'en fait Donald Trump allait accorder une 50aine de missiles Tomahawk à Volodymyr Zelensky et ça allait suffire à mettre la pression sur Poutine et que de là, découlerait un cessez-le-feu qui devrait intervenir fin novembre. Si c'était la théorie. Et puis il y a eu ce coup de fil fatidique entre les deux président américain et président russe. Et là, ils se sont dit, avant même d'en connaître l'issue, avant même de savoir ce qui s'était dit ou comment ça allait tourner, ils se sont dit, on nous fait un Alaska 2, c'est-à-dire que de nouveau, Vladimir Poutine va retourner le président américain. De nouveau, celui-ci va lui accorder un délai, va lui trouver des circonstances atténuantes. Enfin bref, il va trouver des excuses pour ne pas donner les Tomahawks. Et surtout, en fait, c'est même au-delà des Tomahawks, c'est en fait surtout, ne pas mettre la pression sur Vladimir Poutine. Parce que c'est ça surtout, c'est ça l'enjeu. Aucune pression sur Vladimir Poutine, qui gagne du temps, qui continue. On nous a appris là tout à l'heure que Pokrovsk était en train de tomber. Il y a des troupes russes qui commencent à entrer dans le centre-ville. Donc en fait, tout continue ici. Et les Ukrainiens aujourd'hui, ils ne sont même pas déçus parce que vous êtes déçus quand vous attendez quelque chose. Mais depuis jeudi soir, ils n'attendent plus rien et ils ont vraiment cette impression, et c'est les mots qu'ils emploient, de déjà-vu. Merci beaucoup Marianne et Marine. Merci à vous et faites attention à vous. Évidemment, vous étiez en direct d'Ukraine. Ça fait penser quand même, Vincent Crouzet, on a un peu un sentiment du dernier qui a parlé qui a raison. Parce que Marianne, elle évoque ce coup de fil avec Vladimir Poutine, donc il y a lieu la veille de la rencontre avec Volodymyr Zelensky, comme la surprise sur le gâteau, parce que c'est pas tout à fait prévu en fait. Et donc Zelensky arrive dans un contexte où les deux autres se sont déjà parlé. Donc forcément, on arrive avec des arguments qui sont un peu éventés, si j'ose dire. Oui, finalement, rien n'a beaucoup changé. Trump est le dernier à donner du crédit à Poutine. Tout avait été acté pendant le point presse avant le meeting, finalement. On a fait les choses à l'envers. Normalement, il y a une conférence de presse après les négociations, après le meeting, et on fait le point. Là, tout était acté. Déjà, Trump avait apporté tous les éléments de langage en disant qu'il fallait que la paix se fasse sans les Tomahawks, etc. Moi, je vois les choses de manière un peu différente. Je pense que Zelensky, effectivement, a été, comme le disait Hélène tout à l'heure, humilié, blessé certainement par des mots, notamment les mots où Trump dit Poutine aurait pu gagner la guerre en une semaine si nous n'avions pas livré les javelines, donc faisant totalement abstraction de la résistance ukrainienne. Je trouvais ça vraiment les propos les plus blessants de Trump pour Zelensky. Mais finalement, Zelensky est venu offrir un cadeau à Trump à Washington en mettant le sujet des Tomahawks sur la table, parce qu'il apporte finalement un moyen de pression de Trump sur Poutine qu'il n'avait pas précédemment. Donc il sait très bien, il est réaliste, il sait très bien, il a la jurisprudence des F-16, il l'a connu avec Biden, il a attendu pendant 18 mois ces F-16 qui ne sont jamais arrivés, il savait très bien que ce serait la même chose pour les Tomahawks. Mais là, il crée un sujet central qui va perdurer pendant les 15 jours avant la rencontre hypothétique de Budapest, et il va pouvoir se servir justement de ce moyen de pression, éventuellement sur Poutine. Général, juste une question, parce en termes de négociation, pardonnez-moi, moi j'ai encore du mal à comprendre. Je comprends très bien ce qu'est venu chercher Volodymyr Zelensky. Je comprends très bien que lui aussi connaît mieux sans doute maintenant la psyché de Trump que ça n'était le cas au moment du bureau ovale de février l'année dernière, où on s'est fait laminer devant les caméras du monde entier. Poutine a fait des progrès en Trumpisme, mais je pense que Zelensky en a fait aussi. Donc Zelensky n'est pas dupe, il sait très bien ce qu'il va chercher et ce qu'il ne ramènera pas. Malgré tout, quand même, cette image-là, elle est quand même redoutable. Enfin, on a le sentiment, il se tient même comme ça d'un petit garçon
pris en faute. C'est terrible en fait, parce que ça lui rend une image de faiblesse absolue. Enfin, c'est ce que Trump lui envoie, le grand Poutine, le grand Trump face au petit Zelensky. Elle est terrible cette image. Mais vous avez raison. Et je note, d'ailleurs, tout à l'heure, on disait que Zelensky, finalement, faisait bonne figure. Moi, je trouve qu'il est extrêmement résilient et qu'il se dit, tant qu'il y a un peu d'espoir, je continue, je crache pas à la tête de Trump. Et Dieu sait qu'il en a 1000 fois envie. Il pense à son peuple avant son propre honneur, etc. Et je crois que c'est très beau. Mais effectivement, ce que ça nous montre, c'est que moi, je pense que Trump a choisi son camp. Ce qui est terrible, c'est qu'on avait pensé qu'après l'humiliation qu'il a subie lui-même encore de la part de Poutine, il est arrivé à rien, les bombardements sont encore amplifiés après cette visite, que lui-même que Trump aurait eu un sursaut d'honneur. Et on voit bien aujourd'hui que malgré tout ce qu'il a dit, l'Ukraine doit reprendre les terres qui ont été prises, aller encore plus loin, etc. Eh bien, il est revenu complètement en arrière. Et on peut se poser la question, mais par où Poutine tient-il Trump? On s'est longtemps posé cette question-là, on se la pose plus, mais c'est quand même tout à fait étonnant, ces revirements absolument permanents. Mais on peut aussi imaginer, pardonnez-moi je vous coupe, mais que Donald Trump ait appris aussi de la psyché de Poutine et qu'il sache comment le brosser dans le sens du poil pour pouvoir en obtenir plus de lui, ou c'est lui donner trop de... Écoutez, honnêtement, je ne crois pas. Là, il disait il y a 15 jours, l'Ukraine pourra et devra, sous-entendu, aller reprendre tout ce qu'on lui a pris, et on dit maintenant on doit arrêter là où on est. Non, il faut être clair. Finalement, on est revenu très en arrière. Et c'est là où je parle de douche froide. C'est-à-dire qu'on a eu un espoir quand même pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, que Trump avait choisi son camp. Absolument. Et que pour cette fois, c'était le bon. Eh bien non. Alors c'est une leçon pour l'Ukraine, mais c'est une leçon pour nous aussi. C'est-à-dire que cette inconstance de Trump sera l'axe à partir duquel il faudra réfléchir les États-Unis à l'avenir. C'est le sens du message de Donald Tusk, aujourd'hui le Premier ministre polonais, qui dit maintenant il va falloir que nous, Européens, on réapprenne à se remettre effectivement ensemble, parce qu'on voit bien comment ça se passe avec les États-Unis. C'est tellement vrai. Le découplage est accompli. Il faut absolument le prendre en compte et enfin être sérieux dans notre rapport à la guerre en Ukraine et notre rapport aux États-Unis. Il y a autre chose que vous vouliez rajouter. Donald Trump a choisi son camp, c'est-à-dire c'est le camp des États-Unis. C'est l'Amérique d'abord, on y revient toujours. Et donc, à choisir entre forcer la paix et donc effectivement agiter ces tomahawks et essayer de susciter quelque chose chez les Russes qui est de l'ordre de la négociation, versus... Et donc, s'offrir aussi la possibilité derrière de faire du commerce, parce qu'il y a cette perspective-là dans l'esprit de Donald Trump, versus continuer une guerre qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas vendue à ses électeurs, soutenir des alliés européens pour qui il a peu de considération, mais son choix est fait en réalité. Donc ça coûte moins cher d'aller faire du business que d'aller faire la guerre. Mais il tient quand même à faire la paix, il était galvanisé par cette séquence au Moyen-Orient, donc c'est quand même, on voit qu'il n'a pas lâché, il aurait pu le faire avant. Est-ce qu'il sait plus exactement où il veut aller, lui, de votre point de vue, Stéphane Marchand? Donald Trump. Oui. Donald Trump, lui, d'abord, il n'aime pas la guerre. Donc son premier réflexe, contrairement à pas mal de présidents, soit des États-Unis, soit français même, la guerre, il ne voit pas la guerre comme un moyen élégant et prestigieux de conquérir le monde. Il veut faire la guerre au Venezuela quand même. Oui, mais pour lui, c'est pas une vraie guerre. Oui, d'accord. Donc la guerre n'est pas son premier réflexe, la guerre n'est pas sa première grammaire. Donc on peut lui donner ça comme deuxième chose. Il y a encore un mois, le narratif russe repris par Trump, c'était il faut négocier, et si on est content de la négociation, on cessera le feu. Aujourd'hui, depuis hier, reconnaissons que Trump dit en permanence on gèle sur la ligne de front, on gèle sur la ligne de front, on gèle sur la ligne de front. Ça prouve que s'il a choisi son camp, c'est plutôt sur ce point précis le camp de Zelensky que le camp de Poutine. On pourra en discuter, mais quand même. Et dernier point, Trump a à plusieurs reprises dit ces temps-ci que la Russie, sur le plan économique, était dans une situation de plus en plus difficile. Ce qui est vrai. Et par conséquent, pour cette raison-là aussi, c'est un levier dans les mains de Zelensky. Il y a un levier aussi peut-être psychologique. Est-ce que, parce que vous avez travaillé dans des renseignements, et ça, je pense que des profils psychologiques, on les brosse, on les dresse, enfin voilà. Il y aurait beaucoup à dire. Quand on est face, non mais je vous demande pas de me faire le profil psychologique de l'un ou de l'autre, mais quand on est face à un adversaire avec lequel on doit dealer, dans un sens ou dans un autre, que ce soit un deal commercial ou un deal diplomatique. Maintenant, je veux dire, ils se fréquentent depuis un certain nombre d'années. J'allais dire ces deux-là, mais ces trois-là finalement. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on prépare ces rencontres-là? L'un sait quelles sont les faiblesses de l'autre, par où attaquer, comment attaquer, etc.
Alors normalement, on prépare ces réunions avec du fond, avec des Sherpas qui vont préparer les dossiers sur le fond, ce qui n'est plus du tout le cas avec Trump. Ouais. On va essentiellement les préparer sur la forme. Là, on voit déjà la forme, déjà techniquement sur le plan de la sécurité. Il est dos à des appareils photo, à des caméras. Moi, je n'ai jamais vu un chef d'État étant aussi vulnérable, même physiquement, par rapport à une caméra. Il y a toujours un officier de sécurité qui est là éventuellement pour écarter les objectifs, etc. Parce qu'une caméra, ça peut être très dangereux. On voit d'ailleurs le principal travail des officiers de sécurité, c'est d'écarter les caméras, etc. On le voit. Et il est caméraman avec la caméra au-dessus. C'est quand même incroyable. De la tête d'un chef d'État. Ça pèse 10 kilos, une caméra comme ça. Et du chef d'État qui est le plus ciblé au monde sur le plan de la sécurité. Donc c'est invraisemblable de la part des Américains, qui sont les champions du monde, justement, des bulles sécuritaires autour des chefs d'État. Je veux dire, c'est quelque chose, moi, qui me choque énormément. C'est une désinvolture de la part de la puissance haute qui est absolument invraisemblable. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la préparation psychologique, Zelensky est un type remarquablement intelligent. Il est mentaliste, il est capable de s'adapter effectivement à non pas à son interlocuteur, mais là à son adversaire, en l'occurrence. Il a pratiqué de manière frontale l'expérience du 28 février et il est prêt, je pense qu'il était prêt, et apparemment ça s'est très mal passé ensuite à huis clos, il est prêt à affronter Trump sur ce terrain. Et quelqu'un a parlé d'un saint concernant Zelensky, Saint Zelensky, en raison de sa résilience, de sa patience vis-à-vis de Trump, mais il y a très peu de chefs d'État qui seraient capables de conserver leur constance par rapport à un tel interlocuteur. C'est-à-dire qu'effectivement, il a son pays en ligne de mire et puis ça va pas plus loin. Oui, je pense qu'il pense d'abord au sien. Il pense d'abord au sien. Il faut qu'on fasse une petite... On a souvent vu des images du bureau ovale depuis que Trump est là, qui tournent au cirque complet en présence d'un chef d'État. Est-ce que le traitement réservé à Zelensky est plus humiliant que ceux réservés au président sud-africain, au patron de l'OTAN, etc. Est-ce qu'il faut pas, on n'exagère pas un petit peu? Oui. C'est la vulgarité trumpiste qui est à l'œuvre.